Ok, alors c'est parti. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite surprise, donc on est en compagnie de Yann Ovadi qui est artiste peintre. C'est l'interview de la semaine. Alors du coup, Yann, je t'en prie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Yann Ovazic, 38 ans, voilà, je suis artiste et professeur d'art. J'enseigne le dessin et la peinture sur Paris, Nancy et un petit peu partout en France dans le cadre de stages. Voilà, ma petite présentation. Super. Alors est-ce que du coup, tu peux nous en dire plus sur ton parcours? Est-ce que tu as fait des études d'art? Est-ce que voilà, tu as suivi des cours particuliers? Quand est-ce que tu as voulu devenir artiste? Tout ça, tout ça. Alors oui, bon, j'ai un bac littéraire avec l'option art plastique. Ça remonte un peu, tout ça. Et puis après, j'ai fait plusieurs choses. Bon, principalement un cursus beaux-arts. Donc j'étais à l'école d'art de Nancy, donc j'ai obtenu le DNSEP, donc le diplôme de cinquième année de Beaux-Arts. J'ai aussi fait un an d'infographie euh, et d'autres choses pas très intéressantes qui m'ont amené en fait à ce que je fais maintenant. Ok, alors à quel moment dans ta vie tu t'es dit que tu voulais devenir artiste professionnel? Alors, c'est une bonne question. Je dirais que c'était il y a très longtemps. J'étais jeune, j'étais très jeune, j'avais avoir 6, 7 ans. C'était dans l'atelier de mon père. Et en fait, je devais feuilleter un gros bouquin de Michel-Ange. Et, euh, et en feuilletant le bouquin, je me suis dit, waouh, voilà ce que je veux. Je voudrais donner aux autres ce que Michel-Ange me procure comme émotion. Vraiment, c'est vraiment passé. Je pense que tout est parti de là. Et c'est beau de rêver quand on est, quand on est gamin. pas très, pas très modeste de se comparer à Michel-Ange, mais bon, faut rêver. Alors à 7-8 ans, tu pensais déjà à Michel-Ange? C'était déjà tes références à la peinture plutôt classique? Ouais, mon père était artiste, j'ai euh, j'ai été introduit à l'art avec les beaux-arts. Je sais que la plupart des jeunes, en fait, le sont par l'illustration, par la bande dessinée, par le manga, le dessin animé, des choses plus de ce registre-là. Moi, ça a toujours été les beaux-arts. Mon père était artiste, passionné, toujours sa planète art, et avait une bibliothèque gigantissime de bouquins artistiques, et entre deux dessins, je les feuilletais, et puis ça nourrissait mon monde imaginaire. Effectivement, c'est les beaux-arts qui m'ont sensibilisé beaucoup. D'accord, donc tu t'es dit, j'aimerais produire un jour le même sentiment que ce que Michel-Ange a pu éveiller en moi, quoi, finalement. Ouais, je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Je pense il y a une part d'admiration. Je pense que quand tu te construis en tant qu'artiste, tu cherches des modèles, donc des modèles que tu admires. Et lui, pour moi, l'artiste qui est au-dessus de tous. C'est un extraterrestre, ce type-là. Euh, et donc, voilà, il est admirable. Pour moi, il est fortement admirable, même si c'est pas forcément aujourd'hui ce que je préfère. Mais je pense que quand on commence, on copie. Il y a Malraux qui a une belle formule. Il dit tout artiste commence par le pastiche. Je pense qu'au début, on copie, et puis c'est le départ. Et après, il faut aussi savoir oublier ses modèles pour forger sa propre personnalité d'artiste. Alors du coup, donc on a parlé de ton parcours, de comment tu es arrivé à devenir artiste. Et du coup, comment est-ce que tu décrirais ton art aujourd'hui? Donc pendant qu'on parle, je fais un petit peu défiler des peintures à toi sur l'écran. Mais toi, comment est-ce que tu vois ton art? Comment est-ce que tu le définirais? Alors, je dirais que je n'aime pas trop les étiquettes dans l'absolu parce que là, les choses évoluent avec le temps.
Et puis, bon, en tant que créatif, on aime briser les codes. Donc j'aime bien cette idée de se renouveler. Maintenant, s'il faut catégoriser les choses, s'il faut vraiment trouver une étiquette, ce serait, voilà, bon, peintre figuratif et à tendance réaliste, même si j'aime bien flirter avec parfois de l'abstrait de plus en plus. Je pense pas que je basculerai complètement dans l'abstrait un jour. Bon, je sais pas, je peux pas savoir vraiment à l'avance, mais là, en l'état, je pense pas. Mais disons que j'aime bien faire des expériences et pas simplement me cantonner dans une catégorie. Voilà. Donc figuratif, tendance réaliste, mais voilà, avec des mix d'impressionnisme et parfois d'abstraction. Alors, je précise aussi que je vais mettre aussi les liens vers tous tes sites Instagram, etc. en barre de description, comme ça tout le monde pourra voir un petit peu ton travail, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu souhaites exprimer en fait? Tu dis que tu fais surtout du figuratif à tendance réaliste, mais c'est quoi le message que tu essaies de véhiculer derrière tes peintures? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une question qui est très profonde. C'est une question qu'il faut s'interroger quand on est artiste. Pourquoi tu peins? C'est une question qui est compliquée, qui demande, on peut pas, bah, ça demande du temps cette affaire-là parce que il y a aussi comment ça se passe sur la durée évidemment. Moi, la réponse la plus simple que je peux donner, la plus générale, parce que les choses peuvent changer, voilà, il y a aussi des cas particuliers, des choses qui fluctuent. J'essaye simplement de fabriquer des images poétiques. Ce serait ça, je dirais, la réponse la plus simple. Je fabrique des images et l'objectif artistique, c'est de les rendre poétiques. Euh, je peux me baser sur la réalité, je peux me baser aussi sur des photos, mais l'objectif est toujours celui-ci. Voilà, je pense que c'est un peu l'idée générale. Il y a beaucoup de speech. Il y a pas grand. Parce que ça m'amuse un peu cette réponse. Enfin, je rigole de ma réponse parce que souvent, quand les artistes parlent de leur art, il y a toujours des pavés, c'est toujours des discours pas possibles, très compliqués. En réalité, c'est pas compliqué du tout. Enfin, pour moi, ma réponse n'est pas compliquée du tout. Il y a beaucoup une belle formule de Plutarque que j'aime beaucoup qui dit la peinture est une poésie muette et la poésie est une peinture qui parle. Euh, J'aime beaucoup ce truc-là hein, parce que une poésie muette, normalement, d'une certaine manière, on n'a pas besoin de l'expliquer. Si on a besoin d'expliquer une œuvre d'art, je pense que ça commence mal. Donc, je pense que l'art devrait suffire à lui-même. Et je pense que quand on a besoin d'expliquer, c'est qu'on a un problème, on a mal communiqué le truc. Il y a une défaillance dans le projet à la base. Euh, voilà, donc je pense que l'art doit se passer d'explications. Et dans l'art contemporain, souvent, il y a beaucoup d'explications. Effectivement. Et alors du coup, ce que tu penses aujourd'hui justement de l'art sur cet aspect poétique, c'est quelque chose que tu as toujours pensé ou c'est une vision que tu as construite à travers le temps? Non, ça s'est construit à travers le temps. Tu sais, l'art, c'est une recherche. Donc, il y a des choses qu'on trouve rapidement, des choses qui mettent du temps à venir. Il y a des choses qui, parce qu'on, tout n'est pas clair au début, sachant que dès lors qu'on a des envies de profondeur, des choses profondes, complexes, il faut, ça demande d'être fouillé, ça demande d'être réfléchi. On sait, je pense, ça peut être problématique si on sait tout de suite ce que l'on veut, parce qu'on on pourrait peut-être s'enfermer. Quand je dis ça, je pense à une prof que j'ai eue un jour qui m'a dit ce truc, un conseil classique d'ailleurs, m'a dit fais attention à la première décision. Donc elle disait, elle conseillait en fait de, de, de balancer en fait beaucoup d'idées avant de prendre une décision, parce que souvent la première décision est la mauvaise, parce qu'elle n'est pas assez réfléchie, pas assez travaillée, elle est peut-être trop évidente, etc., trop superficielle. Et c'est peut-être un peu le même principe dans la recherche artistique. C'est que souvent, souvent des débutants en fait s'engagent dans un truc hyper fermé, hyper peut-être un peu trop simple, trop.
trop superficiel. Non, je pense que l'art, ça demande du temps. Je pense que plus c'est complexe, plus c'est subtil, plus c'est profond, plus ça prend du temps et moins il faut se précipiter. Donc ça, c'est un truc qui vient par la pratique. Voilà. Alors merci de rappeler ça, puisque c'est vrai que quand on débute le dessin, on ne voit pas forcément toute cette complexité. Et donc là, on parlait de tes choix en termes de voie artistique, mais en termes de technique, on voit quand on regarde un petit peu tes réseaux sociaux, on voit que tu fais beaucoup peut-être du fusain, de la peinture à l'huile. Euh, c'est un peu les sujets que... Oula, j'ai un petit souci de vidéo, moi. Oui, C'est ton écran est tout bizarre. c'est pas grave, c'est interview artisanale. Ok. Donc oui, pour revenir au sujet, euh, tes choix aussi de travailler plutôt à l'huile ou au fusain et de faire de la peinture à la prima, comment est-ce que ça c'est venu? Alors, j'ai commencé par le dessin. Euh, donc, le dessin, c'est la forme, ça peut être la valeur aussi. Euh, donc, tu t'exprimes simplement avec un crayon et une feuille, ça peut suffire. Donc, c'est des moyens très simples et bon. Maintenant, il manquait aussi la couleur. Donc, c'est la couleur, en fait, qui m'a amené la peinture. Et puis, sachant que la couleur est la plus belle en peinture à l'huile, c'est un peu la technique reine pour glorifier la couleur. C'est comme ça que m'est venue la peinture. Il y a aussi le fait que j'ai commencé par de la 2D, parce qu'on peut aussi imaginer la sculpture, etc., qui serait la 3D. Mais le dessin était 2D, donc j'étais 2D à 2D, dessin, peinture, et l'apport en fait de la peinture a été la couleur. Donc ça, c'est par rapport aux techniques. Euh, la peinture à la prima, alors ça, c'est une autre raison. D'ailleurs, il y en a plusieurs. La première raison, c'est euh, les gens ne le savent pas, mais en fait, j'ai très très peu de temps pour peindre. Enseigner, c'est très chronophage. Et en fait, il me reste très peu de temps pour peindre. Et ça, c'est une question, un problème de fond que j'ai dû régler, en tout cas qui s'est posé à moi rapidement, c'est comment peindre alors que pour vivre, je dois enseigner. En fait, c'est un peu le même principe que le commun des mortels qui dessine. C'est que, je sais pas, il est plombier, il est pharmacien, il est dentiste, et à côté de ça, il a un peu de temps pour dessiner. Mais moi, c'est pareil, en réalité. Sauf que la différence, c'est que j'enseigne. Alors, c'est vrai que j'enseigne quand même l'art et je reste un petit peu là-dedans, mais quand j'enseigne, je ne crée pas. Et donc, l'enseignement me prend une énorme partie de mon temps, et en réalité, il me reste très peu de temps pour peindre. Donc, du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est de peindre à la prima, donc de faire des petites images, parce que quand on peint à la prima, on peint en moins de 3 heures. Donc, ça permettait en fait de pallier à ce manque de temps, cette façon de peindre. Ensuite, une deuxième raison, c'est que j'aime dans la peinture directe, parce que quand on peint à l'imprimant, on peint directement. Ce que j'aime dans cette façon de peindre-là, c'est qu'il y a une spontanéité, il y a une énergie qui vient de la gestuelle et qui donne de la vitalité et d'énergie à la peinture. Quand on peint dans la durée, les gens qui font des peintures pendant des mois, etc., on peut potentiellement perdre en fait cette énergie. Ça peut être un peu plus statique, un peu plus figé. Ça peut, parce que ça peut aussi être très bien. Et, euh, et puis troisième raison, euh, peindre à la prima. Et j'ai aussi choisi ça parce que je savais très bien, par déduction, que c'était une fantastique façon de peindre pour progresser. Parce que quand tu fais 10 peintures dans un laps de temps réduit, bon, bah, tu te répètes à chaque fois qu'est-ce que tu peins et comment tu le peins. Et quand tu fais une seule peinture sur la durée, eh bien, tu poses une seule fois la question qu'est-ce que tu peins et comment tu peins. Et en plus de ça, tu peux te perdre un petit peu dans les méandres de la peinture parce qu'elle dure et tout ça est très lent. Donc pour fabriquer des images efficaces, la fréquence de pratique et la quantité est absolument, pour moi, essentielle. Donc, c'était aussi une raison pour laquelle j'ai choisi ça. D'accord, donc en fait, tu l'as choisi pour finalement un mix de raisons pragmatiques et aussi de raisons de goût, en fait. C'était pas juste émotionnel ou juste des raisons pratiques. C'est un peu un mix des deux qui s'est construit au fil du temps et tu as mis en place un système.
pour que ça fonctionne pour toi, en fait. C'est ça, c'est la réunion de plein de problématiques liées. J'ai fait d'une pierre trois coups. Ok, super. C'est super intéressant. Ça me fait penser un petit peu à Bob Ross. Je ne sais pas si tu connais Bob Ross. Ah oui, je vois ses cheveux. Je crois qu'il a un petit peu mis en place ces systèmes aussi de peinture en une session très rapide, un peu pour les mêmes raisons. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir un autre avis, un autre style de peinture, mais qui se rejoignent un peu dans les schémas de pensée, quoi. Du coup, tu parlais, je profite un peu pour rebondir, tu parlais beaucoup du fait que tu enseignais beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler justement des types de cours que tu proposes, de ce que tu enseignes en fait? Ouais, alors j'ai dans mon enfin, disons que j'ai quatre activités d'enseignement, trois, quatre. La première, c'est le cours dirigé. Donc le cours dirigé, c'est un cours avec des exercices très dirigés, directifs. L'objectif, comme je l'ai dit précédemment, c'est de sensibiliser les élèves, les armer pour fabriquer des images efficaces. Parce que je pense que le but est là, fabriquer des images efficaces, poétiques, selon mon intention initiale. Donc le cours dirigé, c'est vraiment l'endroit pour ça. Ensuite, il y a l'atelier de modèle vivant. Donc en parallèle, j'ai un atelier de modèle vivant. Par contre, là, c'est libre. Il n'y a pas d'enseignement vraiment. Par contre, je l'anime. Je fais venir un modèle à chaque fois et puis on peint d'après le modèle. En général, soit de la pose unique pour peindre, parce que ça prend du temps de peindre, donc une pause de 2h30, 3 heures, soit de la pose multiple, là, plutôt pour le dessin. Ça, je tiens aussi. D'ailleurs, j'en fais aussi beaucoup dans le cours de diriger, parce que c'est l'exercice le plus difficile. Et donc, qui dit difficile, dit problème, et donc il faut résoudre, et donc c'est plus formateur. Il faut comprendre rapidement que si tu te frottes aux choses complexes, c'est hyper formateur, parce que qui peut le plus peut le moins, tout simplement. Donc, le cours dirigé, l'atelier de modèle vivant. Après, j'ai les stages aussi. Donc là, je dirais, c'est plus des thématiques précises en général. Ça peut être du paysage, ça peut être du nu aussi. Des fois, je mixe aussi un peu tout ça pour faire de la variété. Euh, et puis, dernièrement, il y a aussi l'e-book. Hein, c'est ce que j'ai conçu pendant le confinement. C'est que comme les cours ont été suspendus, il fallait trouver, voilà, j'ai trouvé cette idée de formation à distance que permettent les e-books. Donc l'idée, c'est qu'on reçoit sous forme de livret numérique tout ce qu'il faut pour peindre à la maison, le sujet, etc. Le sujet, le step by step, le matériel, les conseils, tout est là. Voilà, donc c'est mes quatre occupations dans le cadre de l'enseignement. Ouais, donc c'est quand même assez large, c'est beaucoup de choses différentes que tu permets de proposer. Est-ce que si on devait résumer, s'il y avait un message ou un enseignement que tu essayes de partager à tes élèves pendant ces sessions, ce serait quoi? Au-delà de la technique, hein, bien sûr. Un conseil dans le domaine de l'art. Donc moi j'aime bien cette idée que, tu sais, en tant que prof, j'essaie d'être le prof que j'aurais voulu avoir. Modestement, hein, j'ai pas eu véritablement de profs qui m'ont marqué dans l'art. Donc souvent il y avait des énormes lacunes. Et, euh, et en fait, donc finalement, j'essaie d'enseigner comme j'aimerais qu'on m'ait enseigné, sans que ça soit le cas. Donc un des meilleurs conseils que j'aurais pu me donner à moi-même quand j'ai commencé, c'est déjà travail dur. Travail dur et faisant la promotion. Travail dur parce que la peinture est extrêmement difficile. Gainsbourg disait que c'était un art majeur hein, par rapport à la chanson qui est un art mineur selon lui. Je suis d'accord avec ça. Il y a plus de bons chanteurs que de bons peintres, hein, c'est facile à comprendre. Ça, on ne vient pas peindre comme ça du jour au lendemain, c'est un truc qui se fait sur la durée parce que c'est hyper complexe, parce qu'il y a plein de paramètres, pour mille raisons. Donc il ne faut pas être pressé. Donc il faut travailler dur, faut être patient, ça veut dire dur sur la durée. C'est aussi une précision qui est importante, c'est que on ne peut pas être bon peintre en un an, c'est impossible.
Dans le jargon, on dit d'ailleurs qu'il faut 10 ans pour faire un bon peintre, hein. Qui suis plutôt pessimiste, je dirais même qu'on peut passer 10 ans et ne pas être bon peintre, quand même. euh, Si tu veux être bon dans quelque chose, il faut travailler dur. Mohamed Ali a une autre formule qui est rigolote, il dit euh, pour être champion, il faut... un journaliste lui dit combien vous faites d'abdos par jour, et Mohamed Ali répond je commence à les compter quand ça fait mal. Donc, ce qui veut dire, c'est que quand ça fait mal, tout le monde s'arrête. Et le champion, c'est celui qui continue. Donc, par exemple, si tu bosses dur pendant 10 ans, probablement que beaucoup auront arrêté par désespoir, par lassitude, etc. Donc, il faut jamais s'arrêter. En fait, le winner, c'est celui qui s'arrête jamais. C'est celui qui ne s'arrête jamais. Et qui s'arrête jamais, mais qui cherche aussi à résoudre des problèmes. Il faut optimiser sans arrêt. Voilà. Et il faut jamais arrêter. Si tu arrêtes, c'est là que tu es un perdant. Et tout ça est difficile parce que c'est très dur. C'est très dur. Personne. Enfin, c'est une activité solitaire aussi. Il y a beaucoup de choses personnelles dans cette affaire-là. Et comme c'est personnel, personne ne va te dire fais ci, fais ça. Tu as des profs qui vont te dire fais ci, fais ça. Mais d'une certaine manière, ils vont te formater dans ce sens-là. Donc, pour que tu trouves ta voie, tu es obligé d'être seul. Il y a une belle formule qui dit tu dois être le professeur et l'élève de ta propre école. C'est une jolie formule. Et ça, c'est dur. Parce que c'est tellement plus facile quand on te dit fais ci, fais ça. Parce que ça veut dire que l'autre a trouvé pour toi. Alors que toi, tu l'as trouvé pour toi. Euh, donc voilà, un peu le conseil au-dessus des autres. Il est banal, mais il est travail dur. Ne t'arrête pas intelligemment, donc. C'est pas répéter bêtement, hein, c'est travailler et puis à optimiser sans arrêt. C'est une vie d'optimisation en réalité. Charlie Chaplin disait j'ai passé ma vie à optimiser ma technique. J'adore ce truc-là, hein. C'est complètement ça. Et, euh, et faisant la promotion parce que il faut montrer ton art. Parce que surtout au début, on va pas te chercher, hein. C'est toi qui dois un peu le montrer aux autres. Voilà. C'est un peu mon conseil number one. Non, mais c'est important. Donc, en fait, si on devait résumer, ce serait travail dur, mais intelligemment. Parce que si tu travailles dur tout court, sans te poser des questions, sans te faire de la bonne expérience, sans essayer d'aller dans le bon sens, en apprenant par toi-même, au final, tu n'iras pas beaucoup plus loin, quoi. On peut dire autrement, la vie artistique, c'est une vie, enfin, il faut résoudre des problèmes. J'aime bien cette idée-là, c'est un truc qui n'est pas très agréable à entendre, dit comme ça, parce que c'est pas très romantique. Il y a beaucoup de gens qui ont une vision romantique de l'art, qui vient souvent de fiction, du cinéma, etc. Ou de fantasme, etc. Bon, non, en réalité, c'est un job, si on est vraiment terre à terre, t'es auto-entrepreneur, t'es ton propre patron, il faut que tu fasses des choix, il faut que tu te drives toi-même et tu résous des milliards de problèmes. Et encore une fois, il y a des gros problèmes et des petits problèmes. Par exemple, les proportions. Les proportions, c'est mécanique, hein. C'est estimer les distances. Il faut que à force d'en faire, tu estimeras mieux les distances. Donc, je dirais, c'est mécanique. Il faut pratiquer. Mais après, pourquoi tu peins? La question pourquoi tu peins, c'est une question qui est très profonde, qui est très complexe. Je ne peux pas répondre tac au tac comme ça après avoir fait 2 semaines de peinture. Ça se fait forcément, ça se répond forcément sur la durée. Et puis après avoir beaucoup médité, interrogé tout, ta façon de peindre, pourquoi, enfin, euh, dès lors que tu as, parce que c'est aussi une question qui indique une profondeur. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas jusque-là, ce que je respecte complètement, parce que tu peux parfaitement aussi travailler en dilettante, puis comme ça. Mais je pense quand même au fond de soi, on veut tous du qualité, quoi, du qualitatif. On veut tous bien des dessins, des peintures qui déchirent, quoi. Et donc ça implique qu'il y a quand même, ce n'est pas superficiel. Il faut plus que ça. Et alors, du coup, pendant qu'on est dans le sujet du travail personnel, de comment organiser son propre parcours artistique,
Est-ce que, donc toi, en fait, donc t'as, voilà, t'as plus de 10 ans, bah, t'as toute une vie d'expérience finalement dans le dessin, la peinture, l'art. Est-ce que, avec le recul, il y aurait certaines choses dans ton apprentissage, dans ton chemin que tu aurais fait différemment? Euh, il y en a plein. Il y en a plein. Oui, c'est que, par exemple, j'ai fait une erreur qui est classique. Alors, je le dis maintenant parce que rétrospectivement, j'ai le regard sur le passé. Évidemment, quand tu commences, en plus de ça, quand tu commences, c'est des certitudes aussi. Tu fais des choix et tu penses que ces choix sont bons pour telle et telle raison. Tu peux revenir là-dessus plus tard. Et par exemple, une erreur clairement que j'ai fait, et d'ailleurs je l'enseigne maintenant différemment que comme je l'ai fait moi-même, c'est que j'ai tout mis le paquet sur la technique au début. Au début, je me disais, il faut absolument être hyper bon en technique. Pourquoi je pensais ça? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons importantes, c'est que j'étais fasciné par le sophistiqué. Le sophistiqué, en fait, me fascinait. Je me disais, wow, putain, c'est trop bien, c'est comment il fait ça, machin et tout. Il est super bon, etc. Et en fait, c'est des choses qui m'attiraient avant, qui m'attirent toujours maintenant, mais un peu moins. Ou en tout cas, j'ai aussi appris à aimer d'autres choses. Et des choses beaucoup plus simples et beaucoup moins sophistiquées. Donc, j'ai étendu mes préférences. Je me suis ouvert l'esprit à d'autres choses qui ne m'intéressaient pas au début. Donc, au début, je l'ai fait ce choix-là. Donc, j'ai tout misé sur la technique au détriment, parce que je ne travaillais pas assez la poésie, justement. Et en fait, pour moi, ce Rodin qui dit ça, Rodin dit que la technique, donc c'est le moyen d'expression, est au service de la poésie, en tout cas d'une intention. La technique est au service d'une intention, pour moi une intention poétique, et donc je bossais tout sur la technique, donc le moyen d'expression. Mais je bossais pas, pendant ce temps-là, je bossais pas l'intention, je bossais pas le propos. Donc si le langage, c'est la technique, comment tu t'exprimes, il y a ton propos, qu'est-ce que tu as à dire. Et ce truc-là, je le bossais pas. Et pourtant, il est essentiel, c'est le plus important. Donc j'étais, en procédant comme ça, je prenais le chemin du technicien et pas du tout du poète. Alors c'est vrai que dans le réalisme, la technique a une part gigantesque, parce que c'est hyper technique, c'est ce qu'il y a de plus technique. C'est hyper sophistiqué le réalisme, c'est hyper complexe. Et donc ça demande forcément du temps et un boulot titanesque, en rapport, en proportion de la complexité. Mais maintenant, j'enseigne de faire les deux en même temps. C'est que tu bosses ta technique et en parallèle, tu bosses ta poésie. Donc tu bosses euh, qu'est-ce que tu peins et comment tu le peins en même temps. Pour une raison simple, c'est que on ne naît pas poète comme on ne naît pas technicien. Les deux se travaillent, se bonifient. Euh, J'étais extrêmement mauvais en couleur. J'avais aucun sens de la couleur à mes débuts. J'ai encore du boulot. Mais j'ai appris à développer ça. Donc je me suis attelé. C'était une lacune d'ailleurs, parce que ça aussi c'est un conseil, il faut se méfier de ces facilités. Je pense qu'il faut travailler, être un artiste un peu plus complet, et il faut bosser aussi ce qu'on n'aime pas faire. Ça ne peut qu'enrichir le package total. Donc pour la couleur, en fait, je me suis attelé, parce que j'ai bien vu cette limite, et puis j'ai travaillé à essayer de mettre un peu mieux les couleurs ensemble. Donc, c'est une forme de poésie d'ailleurs, poésie de la composition. Voilà. C'est un exemple en fait de mauvais choix euh, qui a été initié pour des raisons à un moment particulier. Et rétrospectivement, je ferai autrement parce que j'aurais gagné du temps. Et encore une fois, la poésie, c'est comme la technique, hein, ça vient pas comme ça du jour au lendemain, ça prend du temps. Donc, si tu fais d'une pierre deux coups, c'est mieux, tu gagnes du temps. Et alors, du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis entre la technique et la poésie. C'est un petit peu, si on devait résumer, la différence que tu peux faire entre l'artisan et l'artiste, si je comprends bien. Ouais,
Oui, c'est compliqué de répondre à ça parce que je pense pour un artiste, tout est technique. Je pense ça vraiment. Un artiste fabrique, c'est un truc qu'on n'aime pas entendre, mais je pense qu'un artiste fabrique des systèmes. Et si on fabrique des systèmes, ça veut dire aussi qu'il faut apprendre à minimiser les aléas, les choses hasardeuses. Parce que les choses hasardeuses, en fait, euh, tu peux pas progresser s'il y en a trop. Tu peux pas, voilà. Donc il faut fabriquer des choses systématiques. J'utilise le mot, même si c'est un gros mot, des systèmes. Donc ça devient systématique. Maintenant, il y aura toujours une dimension hasardeuse. Tu peux pas tout avoir sous contrôle, c'est impossible, parce qu'il y a trop de données. Et puis il y a des aléas propres à cette pratique. On n'est pas des machines non plus. Puis il y a plein de choses qui fluctuent, etc. Donc, euh, donc, euh, mais tout ça, mais le système permet d'avoir du contrôle. Et ça rappelle l'artisanat. L'artisan, il répète mécaniquement. Walter Gropius, un professeur de la Bauhaus, a dit clairement, selon ses termes, un artiste, alors je ne sais plus exactement la formule, mais il a dit qu'un artiste, c'est avant tout un artisan. Je crois même que c'est Degas qui a dit ça, ou Renoir, bon, peu importe, euh, travaille comme un bon artisan. Laisse je dirais, le commentaire romantique rom au spectateur, qui est souvent dans l'émotion des choses, et toi qui a les mains dans le cambouis, qui est dans le faire, tu as une approche beaucoup plus technique. Un peintre qui regarde un autre peintre, il voit les mécanismes. S'il a du métier, il voit les procédés. Et donc, il sait les stratégies, les techniques qu'il y a derrière pour provoquer l'émotion. Parce que l'art, à mon sens, a comme vocation de provoquer les émotions. Et pour provoquer les émotions, il y a des procédés qui vont optimiser ça. Donc, c'est pas tu peins, t'es inspiré, et puis c'est bien. Ça, c'est l'amateur qui pense, enfin, le non-connaisseur pense ça, par romantisme. Mais l'artiste, en fait, c'est qu'il y a de la mise en scène, il y a de la valorisation, l'optimisation de choses. Et donc, tout ça est très technique, d'une certaine manière. Euh, et, 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 euh, et pour l'optimiser, pour le développer, il faut le rationaliser d'une certaine manière. Donc ça n'a rien d'hasardeux tout ça. Donc effectivement, enfin, je dirais oui et non. Donc il y a une grosse part d'artisanat, mais je dirais même une part majeure d'artisanat dans la peinture. Et du coup, pour un peu finir sur ce sujet-là, est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir un artiste? Alors, j'aurais tendance à dire oui. J'ai trouvé une belle formule, enfin, cette idée que quand j'avais 4 ans, je dessinais comme tout le monde. Tout le monde dessine à peu près pareil à 4 ans. Comment ça se passe après 4 ans, c'est juste une question de travail. Donc j'aurais tendance à dire que tout le monde, avec du travail, peut développer des compétences. Parce que, in fine, il faut développer une compétence. Donc tu te dis, je veux faire ça, par exemple, je veux de l'art, je veux être compétent en tant qu'artiste, il faut bosser. Ça, c'est la version simple. Maintenant, cette version-là est plus complexe parce qu'il y a aussi des choses qui vont faciliter l'apprentissage. Et ça peut être aussi indépendamment de toi-même. Même si tu peux bosser à les optimiser. Par exemple, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père artiste qui m'a énormément sensibilisé, euh, alors que d'autres qui ont eu des parents, voilà, lambda, et puis du coup, bon, bah, n'ont pas eu cette chance-là. Alors, c'est une chance parce que je choisis une filière artistique. J'ai une mère aussi qui est une poète, sans la prétention d'artiste, qui te prend deux fleurs et te les met ensemble comme ça, très facilement. Moi, je dois galérer pour me faire un bouquet. Et en fait, m'a beaucoup sensibilisé. Une autre idée aussi intéressante, c'est que je pense qu'un artiste, au début, c'est un introverti, parce qu'il doit avoir un monde intérieur. Donc, durant le confinement, hein, pour être un peu
d'actualité, le confinement n'a pas été problématique aux introvertis parce qu'ils avaient leur monde intérieur qui les accaparait déjà au quotidien. Par contre, ça a probablement dû être plus compliqué pour les extravertis qui ont besoin de rapports avec l'extérieur. Et un artiste, il doit avoir un univers, il doit avoir sa bulle, il doit avoir voilà, quelque chose en lui. Maintenant, il doit aussi apprendre à s'extravertir parce qu'après, il faut communiquer ton art. À l'inverse, si tu veux être un bon commercial, ce serait peut-être un peu mieux si tu as une nature extravertie. Ça veut dire aussi que moi, par exemple, j'étais timide comme tout, j'étais introverti, j'étais incapable de parler en public sans rougir comme une tomate. Et sauf que pour être prof, c'est pas terrible. Donc il a fallu que je change ma nature. Par exemple, faire une démonstration quand tu as 50 personnes derrière qui te regardent, alors que tu peux te planter à tout le temps, là, si tu es introverti, ça va être très compliqué. Et il est un fait que changer sa nature profonde est extrêmement difficile. La plupart des gens restent, ils commencent comme ça, ils finissent comme ça. Ils commencent d'une manière, ils finissent de la même manière. Moi, je pense que tu peux, à force de volonté, d'effort et de coup de pied au cul, tu peux changer ta nature profonde pour optimiser quelque chose. Mais c'est très difficile. C'est pour ça aussi, peut-être qu'il y a aussi de ça dans la réussite de certains et pas d'autres, c'est que ça demande une volonté incroyable et des efforts hors normes. Parce que faut travailler plus et il faut changer parfois sa nature profonde. C'est des choses badass. D'accord, donc pour toi, tout le monde peut devenir artiste finalement, mais c'est vrai que pour la pratique vraiment créative, il y a un petit plus pour les introvertis qui ont leur monde intérieur. Mais après, voilà, si eux-mêmes ne font pas d'efforts, bien évidemment, il faut qu'eux aussi travaillent dans tous les cas. En fait, dans tous les cas, c'est le number one, c'est du travail, quoi. Ce que tu dis est intéressant parce que ça, c'est vraiment un truc très intéressant à dire. La créativité, les créatifs, ils doivent absolument sortir de la zone de confort. Autour de la zone de confort, donc la zone de confort, c'est la zone de contrôle. Donc tout le monde a sa zone de contrôle, de confort. On s'y complaît, on est bien là-dedans, on connaît tout. Tout est sous contrôle. Mais pour être créatif, il faut avoir des idées nouvelles. Et en fait, il faut sortir de cette zone de confort. Et ça, c'est déjà changer un peu sa nature. Parce que tout nous pousse à rester dans la zone de confort. Donc, il faut sortir de la zone de confort. On passe dans la zone d'apprentissage et la zone aussi à risque. Parce que quand on est dans la zone de contrôle, on a tendance à pas se planter parce qu'on connaît les choses. Quand on passe dans la zone d'apprentissage à risque, on connaît moins, on se plante. Et ça, personne n'aime se planter. Personne n'aime se planter. Tu te plantes une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, tu lâches l'affaire. La plupart lâchent l'affaire. Mais il faut tenir le cap jusqu'au moment où tu arrives à dompter la problématique. Et là, tu vas étendre ta zone de confort. Donc, tu vois, l'artiste doit être créatif. Et le créatif veut dire sort de sa zone de confort. La plupart des gens ont beaucoup, beaucoup de mal à le faire. Donc, il faut bosser à ça aussi. Et ça, je dirais, t'as su, ouais, enfin, forcément, c'est un effort. Merci d'avoir rappelé ces éléments qui sont fondamentaux. Je pense qu'effectivement, tout le monde ne voit pas ça, hein. Quand on commence à dessiner ou qu'on commence à peindre, toute cette partie travail technique, mais aussi de la créativité, ça peut être compliqué. Et il y a un troisième aspect qui est compliqué de nos jours, qui est un petit peu la promotion et les réseaux sociaux. Donc, toi, tu vois sans doute de quoi je parle, puisque tu es toi-même présent sur plusieurs réseaux. Donc, tu as un blog, tu es sur Instagram, tu as une chaîne YouTube aussi. Pourquoi tu as choisi ces réseaux-là? Ouais, tout simplement, pourquoi est-ce que tu as choisi de communiquer à travers l'écrit et directement Instagram et YouTube? Alors, effectivement, un artiste, il doit être remarquable de son travail artistique, mais la vie d'artiste ne se résume pas à l'aspect pictural ou graphique.
Euh, malheureusement ou heureusement, je sais pas, l'artiste doit aussi se vendre. En fait, l'artiste a tout intérêt à être le plus visible possible. Il peut avoir un galeriste qui s'en occupe. Le galeriste, bon, c'est la personne qui est l'intermédiaire entre l'acheteur, c'est un commerçant qui est intermédiaire entre l'acheteur et l'artiste, qui va vendre son art, qui va optimiser sa visibilité, sa reconnaissance, etc. Mais bon, je pense que dans tous les cas, même si tu as ça, il faut quand même travailler visible, mieux c'est aussi simple que ça. Il faut bien comprendre que l'art s'intéresse pas grand monde. Tu sais, si tu fais une comparaison avec le cinéma, euh, bon déjà le cinéma c'est plus, je dirais, consommé que l'art et en particulier la peinture. Donc quand tu es peintre, il faut, sachant que les amateurs de peinture sont pas légion, tu as intérêt à faire, à rendre ta peinture la plus visible possible pour optimiser, en seulement optimiser, bah voilà, le potentiel de taper dans l'œil de quelqu'un, voilà, bon, d'avoir un impact sur les gens. Plus les gens te connaissent, plus tu peux, plus tu auras des retombées, simplement. Donc, avant, c'était très compliqué, parce qu'avant, tu n'avais que le canal du galeriste pour visibilité. Maintenant, grâce à Dieu, c'est un des aspects, peut-être des rares aspects positifs de notre époque, je dirais, c'est qu'il y a Internet qui te permet d'être connu du monde entier. Pour ça, évidemment, il faut bosser, il faut faire le boulot de te rendre visible sur Internet. Et les réseaux sociaux sont incontournables pour ça. Euh, il faut voilà, ce qu'on appelle l'autopromotion en connaissant les codes et puis les systèmes des réseaux sociaux. Faut apprendre ce langage-là et il faut s'en servir. Voilà. Et puis, donc, chaque réseau a sa caractéristique. Instagram, c'est l'image, ça tombe bien, on fabrique de l'image. Donc, Instagram est très plébiscité des artistes. Facebook permet de lier un petit peu le texte à l'image. Le blog permet par contre, contrairement à Instagram et Facebook, permet de développer des textes, de creuser un petit peu, même si, bon, je pense pas que les gens, enfin, l'ordinateur n'est pas optimisé pour la lecture, mais en tout cas, tu peux développer un peu plus. Et puis, tu as le format vidéo, évidemment, qui permet voilà, de lier un peu tout ça. Euh, moi, je dirais, voilà, plus tu as tout intérêt à exploiter le plus de choses pour le maximum de visibilité. Ce sera jamais assez, de toute façon. Il faut le faire, il faut absolument le faire. Mais alors, du coup, ça pose un autre problème, c'est le problème du temps, parce que c'est vrai que tu as ta pratique artistique à toi, tu as tes cours, tu as la gestion de tous ces réseaux sociaux. Comment est-ce que tu gères ton temps, en fait? Ça, c'est un énorme problème, un des gros problèmes qu'il a fallu effectivement résoudre au début. Mon emploi du temps, il est très chargé. 50% de mon temps, globalement, 50% est destiné à la communication. Je passe la moitié de mon temps sur Internet. 30% de mon temps, c'est l'enseignement. 50 plus 30, ça fait 80%. Il me reste 20% pour peindre, pour ma vie privée et faire un peu de sport. 20%. Donc en réalité, je dois peindre pendant 20% de mon temps. C'est vraiment pas beaucoup. Les gens pensent que voilà, tu es peintre, tu peins pendant 50% de ton temps. C'est absolument faux. Euh, je dois gagner ma croûte. Et dans le fait de gagner ma croûte, je dois communiquer. C'est encore une fois, il faut te vendre, il faut qu'on te connaisse. Et tout ça, si on ne te connaît pas, on va pas venir toquer chez toi en te disant ouais, c'est fantastique ce que tu fais, je vais t'acheter de la formation, je vais t'acheter de la peinture. Donc, euh, donc euh, moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Il fallait vraiment orienter les choses comme ça et trouver un système, un mécanisme qui puisse lier tout ça. Tu sais, qui c'est qui peint en France, par exemple? La plupart sont retraités. Les retraités touchent leur pension, ils ne travaillent plus, ils ont beaucoup de temps. Euh, Il y a les étudiants en art. Bon, quand
tu fais des études artistiques, tu as beaucoup de temps. C'est pas des études très compliquées. C'est pas comme la fac de médecine ou faire des filières d'ingénieur. Tu as beaucoup de temps. Bon, ça a aussi un temps nécessaire parce que c'est des recherches, etc. Mais quand tu es dans la vie active, il faut aussi voilà, payer ton loyer, faire tes courses. Et ça n'a rien d'artistique. Et si tu n'arrives pas à sortir de tes contingences matérielles, bah, tu ne pourras pas peindre, tout simplement. Donc, pour pouvoir peindre, il faut aussi avoir une situation financièrement, et pas que financièrement d'ailleurs. Il y a aussi sur le plan, je sais pas, même le plan sentimental, un artiste, un passionné. Un passionné, c'est quelqu'un qui a une passion qui lui prend beaucoup de temps. Moi, si j'avais une copine fan, ça doit exister, ça doit pas être très, ça doit être rare, mais une copine qui adore le tuning, qui passe son temps dans le garage à lisser la moquette pour pas que les pneus de la bagnole s'abîment, ça me taperait sur le système vraiment, parce que je préférais qu'il soit avec moi plutôt que faire ça. Donc, je pense aussi tout simplement à mes parents. Mes parents, ma mère me dit, bon, ils sont séparés. Mon père était sur sa planète art. Et du coup, sa présence en tant que couple, bah, elle n'était pas peut-être un peu moindre, peut-être même beaucoup moindre, parce que il y a une très belle formule de Delacroix qui dit la peinture me harcèle et me tourmente comme la plus exigeante des maîtresses. Je trouve ça à la fois rigolo et puis même poétique, c'est que ça tourmente l'artiste. C'est une passion. Donc, tu as une passion pour ta copine, pour ton partenaire, ou pour la peinture. C'est compliqué d'avoir les deux. Hein. Donc là, il faut aussi, donc même sur le plan sentimental, peut-être faut avoir quelqu'un qui accepte ça. Et c'est pas évident du tout. La plupart des gens n'acceptent pas ça. Euh, Vont être jaloux de ta passion. Donc c'est pas simple. C'est une vie particulière qui est pas simple. Après, bon, même si je dirais moi avec le temps, j'arrive quand même à gagner un peu plus de temps pour ma vie personnelle. Au début, j'ai mis tout le paquet parce que je voulais vraiment optimiser tout le plus rapidement possible, sachant que ça allait prendre du temps. Donc, je me suis dit, si tu mets les bouchées tripes au début, tu vas, tu vas, tu vas gagner du temps. Ça ira plus vite. La progression sera plus rapide. Et donc là, j'ai fait des sacrifices terribles pour ça. Et donc, financière, sentimentale. C'était très dur hein, parfois. Et maintenant que j'ai pris une petite avance, donc ça va un peu mieux. Donc je suis un peu plus souple et un peu plus, c'est un peu plus léger si tu veux. Mais ça n'empêche que ça me prend une place quand même très importante dans ma vie. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que je m'étais déjà fait la réflexion. Il y a beaucoup de gens qui voient l'art, surtout tout ce qui est art plastique, un peu comme un hobby. Et en fait, enfin, moi, ce que je trouve la différence, c'est que c'est pas comme du foot, par exemple, où tu peux jouer avec tes amis, ou c'est pas comme de la guitare que tu peux faire devant tes amis ou quoi. C'est vrai qu'il y a un côté très personnel et intérieur, la relation avec l'art, qui fait que c'est plus complexe, je trouve, que beaucoup d'autres pratiques. Et du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a aussi cet aspect timing, qu'il faut avoir une vie à côté, qu'il faut quand même trouver le temps et l'espace aussi mental de pouvoir avoir cette pratique-là. Peut-être dormir aussi de temps en temps. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne voient pas toujours. Moi, je pense que le truc, la base de tout, enfin une des bases, c'est de parler de compétences. Quelles compétences tu souhaites avoir? Si tu veux une compétence au top, là, ça va être un travail colossal. Michel-Ange disait, si les gens savaient à quel point j'ai travaillé pour développer ce talent, ils ne s'étonneraient plus. Michel-Ange, il a travaillé comme c'est juste pas possible, c'est incompréhensible même. Euh, et donc, du coup, il a développé un talent incroyable. Il a fait il a sculpté la Pietà, je sais plus, c'est 17 ou 21 ans. Déjà, une petite claque de modestie. Bon, faut pas penser à ça parce que c'est désespérant. Mais en tout cas, déjà, il a commencé très tôt, très très tôt, dès le berceau, au 19e siècle, en tout cas par le passé, on commençait pas à 20 ans, on commençait déjà préadolescent, voire enfant, à travailler dur et dur. Oui, dans les Beaux-Arts, ateliers, ils faisaient ça dans les ateliers d'artistes déjà très tôt, très jeune.
très jeune. Je pense même à Mozart, c'est un peu le même principe. C'est que, voilà, à 4 ans, bosser à 4 ans, et bosser comme un malade à 4 ans. Alors évidemment, un coup de fessée, un coup de claque par son père, c'était très très dur. Tout ça, on ne peut même plus comprendre maintenant. Mais il y a un moment, toujours cette idée que si tu veux développer une compétence supérieure, il va falloir travailler plus que les autres. Et c'est même, encore une fois, pas garanti pour autant que tu seras supérieur, parce qu'il y a plein d'aléas, il y a plein de paramètres. Mais maintenant, si tu veux avoir une compétence, je dirais, moyenne, faut travailler un petit peu. Mais je pense quand même qu'au fond de tout le monde, on rêve tous, parce que c'est aussi ça qui fait, en tout cas aujourd'hui, qu'on prend cette voie-là, c'est le fait de rêver. Euh, Moi, personnellement, je suis, il y a un petit côté que je suis content, c'est que quand je me projetais jeune, quand je me projetais étant enfant, bah, j'ai un petit peu la vie que je souhaite dans ma projection, dans ma pensée d'enfant. Alors, pas vraiment aussi belle, mais il y a quelque chose de ça. Donc, je vais dire un truc terrible, mais quand on fera le bilan, voilà, est-ce que tu es devenu la personne qui te faisait rêver comme enfant? C'est un truc qui est abominable, parce que la plupart des gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont répondre, ils vont peut-être faire la grimace. Mais j'aime bien cette formule-là, je pensais à ça l'autre jour, pour avoir une vie de rêve, pour avoir une vie de rêve, commencer par la rêver, ta vie. Tu vas rêver une vie que tu aimerais avoir. Donc, moi, quand j'ai rêvé ma vie en étant enfant, voilà, je peignais tous les jours, je, 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 je m'intéressais à la beauté, des choses voilà, qui m'intéressaient quand j'étais jeune, puis je le fais aujourd'hui. Il y a plein de paramètres que je ne pensais pas, parce qu'évidemment, j'étais gamin, et puis bon, il y a toujours la naïveté qui va avec l'enfance. Les choses sont beaucoup plus compliquées quand tu deviens adulte. Mais en tout cas, voilà, j'ai un petit peu une vie de rêve. Voilà. Alors du coup, bah, déjà c'est génial. J'aimerais bien pouvoir dire la même chose un jour. Et, euh, et ça fait une très bonne transition avec la prochaine question que j'avais pour toi. Est-ce que aujourd'hui tu es satisfait de ton art, enfin en tout cas de ta production artistique? Est-ce que tu penses avoir atteint le niveau que tu souhaitais? Alors, oui, c'est compliqué de répondre oui à cette question-là parce que en fait, j'ai une qualité qui est aussi un défaut, c'est que je suis hyper exigeant et cette exigence implique que j'en veux toujours plus. Ce qui est d'ailleurs assez pénible parce que ça développe une frustration. Quand tu n'es jamais satisfait, tu es frustré. Il y a une belle formule que j'aime bien. Une autre façon de répondre à cette question, je sais plus, j'ai lu ça où, mais en tout cas, je retiens l'idée. Un journaliste pose un jour la question un cinéaste et lui dit quel est votre film préféré? Et le cinéaste répond c'est le prochain, c'est le suivant. Donc ça veut dire qu'il a eu un projet, il a travaillé dur pour ça, puis il passe à autre chose. Et donc c'est un peu pareil. Pour moi, la bonne peinture, c'est la suivante. Euh, je suis pas un fétichiste de mes peintures, même si certaines me plaisent particulièrement, mais ce qui m'intéresse, c'est la création à venir. Tout est perfectible. Puis en plus de ça, il y a aussi le fait que c'est évolutif. Donc, euh, donc et je pense que c'est inhérent à la recherche artistique. C'est une recherche précisément. Le job artiste, c'est rechercher. C'est chercher et trouver. En tout cas, c'est rechercher. Et donc, si tu te satisfais de ce que tu fais, tu vas rapidement tourner en rond et tu vas rapidement produire la même peinture. D'ailleurs, c'est ce que font 90% des peintres. Quand je regarde des peintres autour de moi, nombreux sont ceux qui font toujours la même chose. Ils trouvent un système et ils l'exploitent, et les zones de confort qu'on évoquait tout à l'heure, etc., etc. Alors c'est déjà bien de trouver un système, c'est compliqué, hein, réunir tous ces paramètres en une équation simple. Mais non, il faut que ce soit évolutif. Donc, il faut des apports nouveaux. Et les apports nouveaux viennent d'expérimentations nouvelles. Et donc, sortir de la zone de confort. Donc, certes, j'ai les choses
Puis après, c'est pareil. Euh, enfin, mes objectifs du début sont plus ceux que j'ai aujourd'hui. Tes objectifs changent. J'ai atteint des choses que je voulais avoir au début. Les proportions, bon, bah, globalement, c'est résolu cette affaire-là. Il y a plein de choses qui sont résolues. Maintenant, ça n'empêche que même si tu sais faire des bonnes proportions, bah, peut-être que tu peux un jour choisir de faire des choses difformes. C'est pas exclu qu'un jour je déforme un peu les choses parce que je les trouverai plus expressives comme ça. Donc c'est quelque chose de mouvant, de fluctuant. Pour moi, c'est quelque chose de fluctuant. Euh, je suis plus à l'aise sur certains points, mais les choses sont pas définitives. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça parce que pour moi, ce serait la mort en fait de la pratique artistique. Un artiste, c'est pas une machine, c'est de l'évolution, c'est une recherche ad vitam aeternam. Et pour ça, il faut toujours qu'il y ait des apports nouveaux. Et donc, qui dit apport nouveau, dit nouveaux problèmes, dit d'une certaine manière repartir de zéro un peu à chaque fois, même si tu repars pas à zéro, parce qu'effectivement, tu as des acquis. Donc Et alors justement, voilà. pour repartir à zéro ou résoudre des nouveaux problèmes, est-ce qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, quand on voit effectivement ton travail que je fais défiler depuis tout à l'heure, effectivement, tu disais tout ce qui est proportion, même couleur, peinture, enfin voilà, tu maîtrises quand même pas mal de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir encore des lacunes et des choses que tu as envie de travailler? Par exemple, je disais, j'évoquais tout à l'heure en fait cette idée que je pense dans l'absolu que si tu as un peu exploré toutes les façons de peindre, ça ne peut être que bénéfique pour ta pratique. Donc, je n'ai pas encore tout exploré, effectivement. Je n'ai pas exploré encore, par exemple, les grands formats. Les grands formats, c'est pas un truc que j'ai encore fait parce que, comme je disais précédemment, en fait, je me consacre plutôt au petit format, au daily painting, à cause de mon emploi du temps chargé. Quand j'aurai un emploi du temps plus qui me permettrait, je vais peut-être aborder ça. Et puis après, c'est pareil. C'est pas exclu non plus qu'un jour, je fasse d'autres formes d'art. Parce qu'il y a un truc aussi qu'on pense pas quand on débute, ou qu'on a au début en tout cas de la pratique, c'est comment ça va se passer dans 20 ans. Euh, Moi, ça fait effectivement 10 ans que je travaille ça. J'ai aussi des envies d'autre chose, qui viennent un petit peu comme ça progressivement. Pourquoi pas un jour faire du cinéma? Il y aura toujours des choses communes, parce que ça restera, il y aura une part d'image. Et maintenant, quand tu sais fabriquer des images, tu peux aussi les directeurs de la photographie au cinéma sont des photographes, ils sont des grands photographes. Tu peux aussi l'intégrer dans d'autres projets. Pourquoi pas la musique aussi? Dans la musique, tu as des accords, tu as de la composition. Composer une musique, composer une peinture, c'est mettre des choses ensemble. La dissonance, c'est des contrastes. Il y a plein de parallèles qui sont communs. J'aime beaucoup cette idée aussi que d'aborder en fait l'art d'une façon suffisamment large pour pouvoir t'exprimer de différentes manières, avec différents médiums et de diverses façons. Je pense que, encore une fois, si tu explores toutes les façons de peindre, et puis même si tu explores différents médiums, différents arts, la musique, la vidéo, la peinture, tout ça va enrichir un savoir global. Tout ça, je trouve ça très intéressant. Et quand tu fais quand tu fais de la peinture, tu fais une parenthèse cinéma, tu reviens à la peinture, il y aura un apport qui va se passer, forcément. Donc, je pense, ça fait partie aussi de l'ouverture d'esprit. Mais pour ça, il a fallu aussi, je dirais, encore une fois, envisager ta façon de faire de façon globale et pas t'enfermer dans un truc très particulier, très spécifique, une technique. Voilà. Je n'aime pas ce truc-là. Je me ferais chier assez rapidement si je faisais ça. J'aime les parallèles pour dire un mot qui est très savant, qui claque dans les dîners mondains, le Gesamtkunstwerk. Ça veut dire, Gesamtkunstwerk, j'ai étudié ça, je m'appelle, mais j'ai étudié ça quand je faisais mon CAPES d'art plastique. C'est la réunion de tous les arts. C'est Kandinsky qui parlait de ça, si je me souviens de son nom. Et en fait, le cinéma, par exemple, c'est du Gesamtkunstwerk parce que ça réunit plein de formes de cinéma
d'art, pardon. Tu as de la littérature, du scénario, tu as de l'image avec la photographie du film, tu as la musique, tu as les costumes, tu as la comédie. C'est une forme d'art qui réunit tous les arts. J'aime beaucoup cette idée, voilà, de passer de l'un à l'autre pour enrichir un global, quoi. Ok, donc en conclusion, oui, tu aimerais faire évoluer ton art et tu crois plus, toi, au fait d'expérimenter, de laisser la porte ouverte plutôt que d'aller vers une direction et te dire je veux faire, à partir de maintenant, je veux faire ça. C'est vraiment laisser un peu plutôt l'art venir à toi plutôt que de toi aller le chercher, quoi. Ouais, et puis c'est surtout, même, c'est aussi, faire une paire de coups, c'est aussi intéressant pour ta carrière artistique, parce qu'un artiste, il doit il doit avoir différentes casquettes. Il doit être artiste, il doit être commercial. Il doit aussi, je parlais de cinéma, mais si tu faire des vidéos, tu pourras avoir ta chaîne YouTube. Si tu sais écrire, tu pourras faire des textes qui captent l'attention. Donc, il faut être, tu vois, il faut, en réalité, être bon artiste, c'est insuffisant. Il faut avoir d'autres compétences qui vont t'aider à propulser cette compétence-là. Ce serait plus simple s'il suffisait de bien peindre seulement. Maintenant, il se trouve que des bons artistes, il y en a quand même aussi un paquet. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans l'absolu, mais quand tu deviens, allez, modestement, tu as des compétences, tu es dans le sac de ceux qui ont des compétences. Pour faire la différence, c'est peut-être aussi tes autres compétences qui feront la différence. Donc, tes autres compétences euh, vont t'aider, voilà, pour la première, et feront peut-être la différence. Donc, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est important, effectivement. C'est ce qu'on appelle aussi les soft skills. Et toi, comme tu disais, effectivement, se vendre sur Internet, c'est un petit peu de marketing, il y a un peu de communication, il y a quand même plein de choses. C'est pas, l'artiste, c'est pas la vision qu'on avait dans le passé de l'artiste qui vivait sous les ponts ou qui avait du mal à se nourrir et qui vivait enfermé dans son atelier. C'est un peu. Ça, c'est du mythe romantique. Quand tu regardes un peu la biographie des artistes, tu sais que, par exemple, je sais pas, moi, Léonard de Vinci, c'était un dandy. Il faisait des shows, il était hyper bon communicant, etc. Il soignait son look. En fait, c'est pas parce que c'est vieux qu'ils sont. En fait, globalement, on s'est posé tous à peu près les mêmes questions. Puis aussi, un truc aussi qui est propre à l'art. Moi, c'est aussi ce qui me passionne dans l'art. J'espère, hein, que ça s'entend aussi. C'est que pour moi, l'art, encore une fois, ça comprend plein de dimensions. Dimension poétique, évidemment, dimension philosophique, dimension psychologique. Pourquoi je fais de l'art? Dimension philosophique, qu'est-ce que ça apporte à ma vie? Dimension, voilà. Donc, toutes ces données-là, il faut aussi les interroger. Je pense que ça participe de ta création, j'en suis sûr. Et c'est précisément peut-être en superficie. Donc, si tu explores en fait ces données psychologiques, philosophiques, politiques, eh bien, bah, dire qu'il faut un psychologue, un peu philosophe, un peu poète. Tout ça va impacter la création, c'est évident. Alors là, on te capte plus du tout, Yann. Ah, tu m'entends là? Oui, là, oui, c'est bon. Ouais, les aléas du direct, ouais. Donc ouais, je disais qu'il faut donc développer différentes compétences pour communiquer, pour vendre, mais aussi pour sa création. Encore une fois, si la peinture est philosophique, psychologique et poétique, ça veut dire que tu peux être aussi un peu psychologue, un peu philosophe, poète, et là va impacter ta création. Donc, moralité, ouais, il faut s'intéresser à autre chose et ne pas être complètement focalisé juste sur la peinture. L'art, il faut au contraire rester créatif et ouvert à tous les sujets. Je pense aussi que tu sais, un élément très simple pour voir un passionné d'un autre, je pense qu'on vous l'avez compris, c'est que moi je peux parler non-stop de ma passion parce que j'ai creusé chaque paramètre.
Pourquoi j'ai creusé chaque paramètre? Parce que ça me passionne, et aussi en tant que prof et en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, j'ai décortiqué chaque élément pour optimiser. Donc, je sais pour y voir plus clair, pour mieux utiliser tout ça. Et puis, en tant que prof, il faut aussi développer cette compétence de communiquer les choses, de clarifier, de vulgariser toute cette complexité. Donc d'ailleurs, je précise aussi que le fait d'être prof m'a beaucoup apporté. Si je parle comme ça, enfin, en tout cas de cette façon-là, c'est aussi parce que je suis prof, parce que j'ai l'habitude de parler des gens, de rendre les choses audibles, compréhensibles. Alors qu'encore une fois, l'art c'est compliqué, l'art c'est aléatoire, c'est tout ça est profond, complexe, et il faut pouvoir en parler simplement. C'est déjà une vraie, enfin, il faut le faire, et on le fait pas tranquillement comme ça. Donc, si tu connais ton sujet, tu sauras mieux en parler. C'est une évidence. Donc là, quand on commence, c'est complètement ténébreux, on comprend pas grand-chose. C'est très vaporeux, c'est le brouillard. Et on essaye d'éclaircir tout ça pour celui qui le souhaite. Parce qu'il y a plein de gens qui font leur petit truc, se contentent de ça. Bon. Et quand ils parlent du coup de leur art, je pense qu'ils peuvent être limités. Donc, un passionné, voilà, ça s'entend tout de suite qu'il a à cœur son propos, voilà, il est consistant. Euh, donc, voilà, moralité, il faut être ouvert d'esprit, il faut travailler, il faut, euh, il faut, euh, il faut apprendre. Ça, c'est aussi pour rejoindre le conseil du débutant. Et moi, c'est un truc que j'essaie de faire modestement, même si des fois j'ai des choses qui me freinent. Passe ta vie à apprendre des choses. Ça rejoint, c'était de faire la guitare un jour ou la vidéo. Si tu es dans une espèce d'optique d'apprendre constamment les choses, déjà tu te bonifies toi-même, tu es riche de savoir, c'est déjà énorme, hein. Peut-être pas financièrement, mais riche de savoir. Tu seras peut-être quelqu'un d'intéressant parce que tu as des choses intéressantes à dire après, parce que c'est pas superficiel. Et, euh, et, euh, et comme l'art est évolutif aux apports nouveaux et expérimental, voilà, il faut peut-être dans une optique d'apprentissage. Je dis souvent aux élèves que le chemin est plus important que la destination. Moi, quand j'ai commencé, j'ai compris ce truc-là rapidement. Ce qui m'intéressait, c'est pas l'œuvre, c'est pas de mettre des trucs au mur, c'est de bien peindre. Si tu sais bien peindre, tu pourras faire des bonnes peintures. Par contre, si tu t'arraches la tête pendant 6 mois à faire une belle peinture, est-ce que tu sais peindre? Pour moi, la compétence est plus importante que l'œuvre. Si tu as la compétence, tu vas faire des bonnes œuvres. Mais si tu travailles comme un malade sur une œuvre, est-ce que tu sauras peindre? Je sais pas, pas sûr. Donc, et puis si tu mets tout le paquet sur l'œuvre, tu vas mal gérer la frustration parce que des heures intéressantes, c'est très très difficile à faire. Donc, il vaut mieux prendre du plaisir d'abord sur le chemin et pas dans la destination. La plupart des gens, ce qui leur tient à cœur, c'est la peinture, hein. C'est pas l'apprendre. Il faut apprendre. La compétence est plus importante que l'œuvre, je retiendrai cette phrase. Exactement. Exactement. Merci pour cette morale qui finit, je pense, l'interview en apothéose. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Yann. Pour tout le monde, bien évidemment, comme je disais, vous pouvez trouver toutes ces informations, les réseaux sociaux sur ma barre de description. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot que tu as envie de dire. Ouais, j'en ai deux. J'en ai deux. Le premier, c'est que, bon, comme je disais, un artiste, un introverti qui est H24, confiné en sa grotte dans son univers et qui a du mal, qui ne parle pas beaucoup de sa passion à beaucoup de monde. Moi, hors de mes cours, hors de mon petit univers artistique, je ne parle jamais d'art à quiconque. Donc, c'est toujours un plaisir de partager ça. Donc, merci à toi, Marion, pour cette interview. Et puis, le deuxième point, c'est que bah, j'invite tout le monde à aller voir le travail de Marion parce qu'il y a un gros potentiel. Donc, elle mérite largement le coup d'œil. Voilà. Merci Yann. Bah, merci beaucoup.
Bonne journée à tous et du coup à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Au revoir. Merci.